Bonjour à toutes et bonjour à tous. Euh, voilà, je suis pas tout seul, c'est génial. Euh, Mon amoureuse est là. Bonsoir. Je suis vraiment content. Euh, J'espère que vous allez bien. Euh, Moi, ça va. Je suis assez fatigué quand même. Euh, mais voilà, je suis content d'être là. Euh, je sais pas si ce que vous avez lu cette semaine, euh, mais n'hésitez pas à en faire part. Et puis, nous, on va parler comme ça de choses et d'autres. De livres surtout. Ah ouais, c'est une bonne idée ça. On pourrait parler de livres. La première chose que euh, je vais juste vous dire, cette semaine, donc, je suis allé au Salon de Genève. Il y avait Lydia et Claude Bourguignon qui étaient là. Et j'étais vachement content parce qu'il y avait quelqu'un qui suit Twitch régulièrement, Kate, qui était là et qui a posé plein de questions. Enfin, c'était un débat très intéressant. C'était, voilà, c'est pour ce livre-là. Pourquoi ne faisons-nous rien pendant que la maison brûle, aux éditions d'en bas. Et j'ai passé une semaine avec eux, en fait, quasiment, parce que je suis allé tourner aussi une vidéo. On a été dans les vignes. C'était fabuleux. La manière dont on soigne les vignes, euh, ça donne des feuilles d'une brillance et une terre incroyable par rapport à la vigne qui était à côté, qui n'était pas traitée. Enfin, c'était génial. Et on a mangé ensemble, alors pas au moment du salon, mais quand on a été tourné la vidéo, on a été manger ensemble. Et là, euh, Claude Bourguignon, je lui dis est-ce que vous êtes. Est-ce que vous venez au marché de la poésie à Paris? Puis Claude me demande, il me dit mais c'est où? Je dis c'est Place Saint-Sulpice. Il me dit ah, mais moi j'ai habité Place Saint-Sulpice. Enfant, j'allais chez Guy Lévis Manot. Enfin, je sais pas si vous imaginez ce truc. Il me dit, j'allais enfant, on discutait comme ça. Et j'ai repris le poète d'aujourd'hui de Guy Lévis Manot avec un texte vraiment génial donc chez Pierre Segers, avec un texte génial d'André Chédid, qui raconte justement Guy Lévis Manot, ce personnage incroyable qui en fait aimait pas parler de lui, il aimait surtout parler des autres et puis publier de la poésie, tous les grands poètes qu'il a publiés. Et en fait, il se trouve que la mère de Claude Bourguignon avait publié de la poésie chez Guy Lévis-Manot. Voilà, c'est assez drôle. Et, euh, et puis, il y a une chose, donc Guy Lévis-Manot a été pendant la guerre captif pendant 5 ans en Allemagne. Et pendant ce temps-là, en fait, il observait les gens, il discutait avec les gens, et il prenait tout ce que les gens disaient. Et je vais vous lire un texte que j'ai trouvé magnifique qui s'appelle La dure terre. Le ciment et la lassitude leur donnaient des gestes rigides de pierre. Ils construisaient un port, ils construisaient un pont. Ils astiquaient des locomotives, ils creusaient la terre, ils étaient fatigués. Et fatigués aussi la terre et le port et le pont. Des embûches qu'ils dressaient aux hommes, avec les lourdes traverses qui courbaturaient les épaules, avec les marteaux qui projetaient sur la chair des surprises rouges, avec les chutes camouflées dans la certitude. Matière rusée, terre cabrée comme une bête libre qu'on met en cage. C'était le soir. Les hommes parlaient de leurs habitudes, juteuses d'absence. Et Alzine, coiffeur pour dames, dit maintenant, les bateaux viendront en sein d'appel. Il y aura l'instant catégorique de l'échelle qui remonte, puis la mer qui se dépeuple entre les quais et le bateau qui s'éloigne. Et mes yeux qui se noieront dans le lac tanné de mon âme. Moi qui ai l'habitude de rendre plus belles les femmes, j'ai construit un port. Et ce qui est très amusant dans le texte d'André Chédid, c'est de dire que Guy Lévis-Manot, il ne bougeait pas du tout. C'était vraiment quelqu'un qui ne bougeait pas. Et quand il parlait des ports, il y avait toujours ces images qui étaient là, mais c'était le voyage à travers le livre, à travers la poésie. Voilà. Donc j'espère que vous voyagez aussi à travers le livre et à travers la poésie. Et là, voilà.
Tu voyages aussi à travers le livre et la poésie. Alors, bonsoir à tous et merci de m'accueillir chez vous, un peu malgré vous, vu que je n'étais pas annoncée. Je voulais dire plusieurs choses. Premièrement, d'habitude, c'est moi qui modère et donc qui met des références dans le chat qui vous permettent de retrouver les ouvrages et puis après de faire vos propres découvertes. Comme c'est pas le cas ce soir, parce que je, j'aimerais être là avec vous et pas faire les deux en même temps. Euh, pour ceux qui auraient besoin des références et qui seraient curieux de ça, sur le site de Pascal, on retrouve l'ensemble des références des ouvrages cités, en tout cas une très grande partie. Donc, Demain matin, vous les aurez. voilà. Autre chose, pour reprendre l'ouvrage des Bourguignons, euh, donc, qui est paru aux éditions d'en bas, mais qui surtout parle d'une thématique qui m'est aussi chère. Et j'ai trouvé intéressant ce que Pascal disait par rapport à la Terre. Hein. Il a peut-être pas donné, je me permets de rajouter un peu de contexte, parce que tu parlais d'une plante très verte comme ça, qui, elle, en fait, n'était pas traitée de la même manière que des plants de vigne qui étaient plus ternes et sur lesquels poussait la terre n'avait pas la même richesse, il n'y avait pas des trèfles entre les plants de vigne, magnifique, quelque chose d'extrêmement riche comme ça, et ça dépend beaucoup du traitement ou du non-traitement des vignes et du choix finalement des vignerons et de la situation de la viticulture. En tout cas, c'est ce que toi, tu as pu remarquer. Oui, c'était assez surprenant parce que, en fait, le vigneron nous expliquait, nous disait, mais si, en fait, on va nous reprocher de traiter plus souvent la terre que le vigneron d'à côté, qui était, alors c'était amusant, parce que quand on est passé, il était en train d'arroser, donc lui, il a attendu qu'il ait fini d'arroser, il a remonté les glaces, et puis on est passé après. Et il dit, moi, ben voilà, je traite, je fais peut-être 2 traitements ou 3 traitements en plus, mais c'est des traitements avec des produits naturels. Donc effectivement, on va dire, ah oui, mais le vigneron qui fait du bio, en fait, il traite plus que les autres. Voilà, la mauvaise foi est souvent... Ou il traite différemment. Il traite différemment. Et puis pour rebondir sur Guy Lévis-Manot, pour ceux et celles qui ne connaissent peut-être pas ce découvreur de talent, ce poète et ce typographe, Pascal, est-ce que tu nous en dirais peut-être un ou deux mots de plus? Ouais, alors, en fait, il se faisait, pendant la guerre, il a publié, il ne pouvait pas s'empêcher d'écrire, c'était pas possible. Lui, c'était vraiment un poète, mais c'était un amoureux de la typographie. Et en fait, il signait ses articles Jean Garamond. Bon, c'est un peu, voilà, c'était un truc assez marrant, quoi, parce que ben, c'est une police de caractère qu'il utilisait. Et, euh, et puis, il a récupéré aussi des presses, différentes presses qui lui ont permis de continuer son travail de typographe. C'était vraiment un amoureux des mots, un amoureux euh, de la mise en page. Et ah ouais, il faut que je parle d'un autre truc. J'embraye là-dessus parce que j'ai fait des lectures à une librairie qui change de propriétaire, à la librairie du Château à Rolles. C'était super sympa, il y avait plein de monde qui était là, et encore pendant toute la semaine, je crois qu'ils font 20% sur tous leurs livres. Voilà, puis ils partent samedi de la semaine prochaine. Je vais essayer de passer les revoir d'ici samedi, c'est pas gagné. Et là-bas, j'ai trouvé un petit bouquin sympa qui est édité par Harpo. Et Harpo, eux, justement, qui sont des fans de typo. Et donc, vous avez le Bonjour de Yoko de Peter Bixel. Et j'ai trouvé génial ce bouquin. Donc Peter Bixel, entre autres, est un grand de la littérature suisse, en Suisse allemande, qui est un incontournable de la littérature suisse alémanique. Et
Et donc, je crois les éditions ont dû traduire 1 ou 2 ouvrages. Oui, on a traduit Le Buson et autres textes, ouais, Mais de Rousseau. au-delà de ce que les éditions d'Antan auraient pu faire ou non, je vous conseille fortement d'aller découvrir Peter Wixel, qui est vraiment un homme charmant et un très grand auteur. Ouais. Qui sera À Soleure. à Soleure, ouais. Il y a les journées littéraires de Soleure qui vont avoir lieu prochainement à la fin de ce week-end, enfin à la fin de cette Vendredi, semaine, samedi, dimanche. de vendredi à dimanche, à Soleure, qui est aussi une très jolie petite ville outre-Sarine. Et moi, j'y serai le samedi. De l'oncle Yodoc, je ne sais absolument rien. Sinon qu'il était l'oncle de mon grand-père. Je ne sais pas comment il était fait, je ne sais pas où il habitait, ni quel genre de travail il faisait. Non, Je ne connais que son nom, Yodoc, et je ne connais personne d'autre qui s'appelle comme ça. Grand-père commençait ses histoires en disant « Quand l'oncle Yodoc vivait encore, ou bien le jour où j'ai rendu visite à l'oncle Yodoc, ou encore quand l'oncle Yodoc m'a fait cadeau d'un harmonica. » En fait, il ne parlait jamais de l'oncle Yodoc, mais seulement du temps où Yodoc vivait encore, du jour où il était allé rendre visite à Yodoc et de l'harmonica que Yodoc lui avait donné. Regardez la typographie, comment c'est écrit. super sympa. C'est super sympa. Regardez harmonica, par exemple. M'a fait cadeau d'un harmonica. C'est très marrant. C'est très joli. C'est très joli. Avec ce M à l'envers pour rappeler l'harmonica. Et alors, et tu vois, et je ne connais personne d'autre. Mm-hmm. Le jeu inversé comme ça. Il y a plein d'astuces comme ça. Et alors ça, c'est aussi, je pense, l'attrait d'un éditeur comme Harpo, et je crois que c'est Harpo et Esperluette, j'ai jamais su si on devait prononcer l'Esperluette ou pas. Donc s'il y a des connaisseurs des éditions Harpo qui nous le fassent savoir. Ah oui, Harpo Esperluette. Et Harpo Esperluette, qui est un éditeur super, super sympa à découvrir, qui fait des très beaux ouvrages, qui ose éditer un peu autrement, qui a cette... je pense ils ont la classe des grands tout en utilisant des moyens... je sais pas comment dire. De prime abord, ça pourrait avoir l'air d'être extrêmement beau, des objets d'art, et en même temps, ça va beaucoup plus loin. Donc, si vous connaissez pas Harpo, allez voir leur site, allez voir chez votre libraire, demandez à pouvoir feuilleter des ouvrages de Harpo Esperluette. C'est des petits bijoux et ça a aussi des contenus. Enfin, c'est ça que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que quelque part, c'est pas que beau, comme dirait Pascal. C'est pas uniquement voilà, c'est pas uniquement extrêmement plaisant. C'est réfléchi. C'est des contenus choisis. Ils ont vraiment un catalogue. Je les conseille fortement. Et puis l'autre jour, on était dans une librairie à Berne. Libromania, moi j'ai toujours prononcé Libromania avec ce plaisir pour la manie du livre. Mais en fait, c'est Libromania avec un R majuscule, donc plutôt Romagna, et une librairie romane en pays germanophone. C'est une de mes librairies préférées à Berne. Les libraires ont là-bas vraiment un vaste choix et de littérature en allemand ou en suisse allemand aussi, mais surtout un très très grand choix d'ouvrages en langue romane, comme le français, l'italien, l'espagnol. L'anglais. Et puis voilà, oui, l'anglais n'étant pas une langue romane, mais ils ont aussi l'anglais. Et ils ont effectivement des ouvrages très choisis. Et c'est pas snob du tout, je sais pas comment dire. Tu y trouves vraiment pour tous les goûts. C'est pas hyper pointu dans le sens, mon Dieu, il y a que des ouvrages où tu saurais pas, enfin voilà. Et donc, si tu es à Berne et que t'aimes lire et que tu
tu te dis, mais moi je parle pas allemand, où est-ce que je peux trouver un livre dans une autre langue que je pourrais lire volontiers? Il y a cette librairie-là, et il y a surtout des libraires qui sont des vrais libraires, des femmes qui savent te conseiller et qui effectivement m'ont conseillé plusieurs ouvrages. Donc je voulais vous parler aujourd'hui, sans forcément les avoir vraiment, je les ai parcourus, mais on y allait quand même mardi passé. Et moi j'ai cette tendance à je crois que c'est le Tsunkodoku. Je suis désolée pour toutes les personnes qui parlent japonais. Il y a ce terme. Bonsoir, Kate. Bonsoir, Kate. Il y a ce terme japonais qui veut dire le collectionneur de livres qui les met en pile et qui les lit pas forcément. Qui Tsundoku, je crois. Mais je suis pas sûre si quelqu'un en ligne peut vérifier, c'est volontiers. Moi, je fais partie de cette espèce-là qui aime vraiment acheter de nombreux livres et a pas le temps de lire tout ce qu'elle. J'investis plus dans du rêve que dans tout ce que je lis. Ou de la possibilité, la potentialité de lecture. J'en avais honte pendant très longtemps, puis en fait, c'est ma manière de fonctionner, de picorer dans les ouvrages. Juste pour dire à Kate qu'en fait, je ne sais pas si tu étais là depuis le début, Sundoku. Ça doit être ça. Voilà. Et, merci, Kate. On a parlé de la rencontre de Bourguignon et j'ai osé dire que tu étais présente à Genève et puis investir dans du rêve. Ah ouais, c'est chouette. Ouais. Ah d'accord. Bah écoute, tu pourras revoir la retransmission demain, elle sera sur YouTube sur mon site. Oh, c'est un petit moment. Un petit moment où justement je parlais de Lydia et Claude Bourguignon et puis du rapport de Claude Bourguignon avec Claude Lévis-Manot. Et puis des vignes, enfin bon. Mais c'était super. J'ai fortement apprécié tes questions qui étaient vraiment intéressantes et voilà. Ouais, c'est. Alors, Kate nous dit qu'elle a justement beaucoup apprécié parce que je ne sais pas si tout le monde peut suivre. Oui, tout le monde peut suivre le chat. Oui, mais après tu vois, je ne sais pas qui nous écoute, s'il y a des gens qui écoutent en podcast, etc. Kate, qui écrit maintenant dans le chat qu'elle a vraiment apprécié la rencontre avec les Bourguignons, et Soham vient de nous rejoindre. Bonsoir également. C'est chouette de vous voir et de vous lire de l'autre côté de la caméra. Donc oui, je rebondis sur Kate qui disait qu'effectivement j'ai parlé d'investir dans du rêve, et c'est Alberto Manguel qui m'a donné la liberté, par sa générosité, de voir que mon rapport à la lecture, qui, comme chacun est singulier, hein, mais dont j'arrivais pas à mettre les mots dessus, lors d'une rencontre, une magnifique rencontre il y a quelques années la Fondation Michalski. À la Fondation Michalski à Montrichet en Suisse. À la fin, il y avait toujours la fameuse séance de dédicace et les gens qui lui parlent. Et voilà, j'ai fait partie des personnes qui font la queue avec mon ouvrage et ma gratitude pour ses écrits et pour ce qu'il nous a raconté finalement de son aventure à travers les mots et les livres. Et oui, c'est lui simplement qui m'a dit, je dis, mais j'ai l'impression que parfois je préfère presque imaginer le livre que le lire. Alors c'est pas vrai, parce que j'adore lire, et quand je lis et que ça me plaît, c'est chouette. Mais quand ça me plaît pas, je m'arrête en fait. Je fais partie de ces personnes qui n'ont pas de temps à perdre, ou qui simplement lisent. Ma manière de lire est que simplement je ne souhaite pas. Peut-être que parfois je laisse tomber trop vite des ouvrages, mais j'ai pas la patience. Si ça me parle pas, y a tellement d'autres belles choses à lire. Un roman policier à vous conseiller, Fouad Stream. Enchanté. Alors, tout dépend quel type de policier vous aimez lire. Moi, j'en ai un. Alors,
Je sais pas par contre s'il a été traduit en français, j'en ai plusieurs sous la main, mais ils sont les deux en italien. Ah ouais. Après, moi je trouve que dans le policier, enfin je suis pas une grande connaisseuse du policier, du genre du noir, etc. Donc, mais ma manière de lire ces ouvrages-là, il y a plus le côté de comment se déroule par exemple une enquête. Donc est-ce que ce qui vous plaît, FWAT Stream, est-ce que c'est le fait de se demander Qui est le coupable? c'est vaste le policier, oui. Qui est le coupable? Qui a fait? Quelles sont les motivations? Qu'est-ce qui s'est passé? Essayer de trouver les indices dans le texte, finalement jouer au détective lecteur. Ou plutôt d'avoir ce côté un peu de procédure où on voit, en tant que lecteur, on sait on sait une partie de ce qui s'est passé et on suit les gens, comment en fait ils démêlent la pelote de l'histoire. Donc je pense que ça dépend aussi beaucoup ce qu'on aime comme genre de policier. Euh, Là récemment, j'étais en train, alors pour des policiers sympas mais assez légers, c'est exactement le rôle du détective qui m'attire. Ah voilà. Alors le côté un petit peu ouh, ok très bien. Donc à ce moment-là, moi j'étais en train de lire de Anthony Horowitz, les The Magpie Murders, que par contre, je connais pas le titre en français. Euh, mais c'est vraiment super sympa parce que c'est une histoire dans une histoire. Et là, moi, je suis encore en train d'essayer de comprendre où est l'histoire dans l'histoire. C'est écrit comment l'auteur? Euh, Mac? non, c'est Anthony Horowitz, je crois. Anthony Horowitz. Et j'ai vu qu'il y a plusieurs ouvrages de lui où il aime beaucoup ce jeu de l'histoire dans l'histoire qui est sympathique. Après, on m'a dit récemment, j'ai acheté l'ouvrage mais je l'ai pas lu, que l'écriture de Verity, donc ça aussi c'est un ouvrage, moi je lis beaucoup en anglais malheureusement, mais Verity, j'imagine que ça a dû se... ou c'est le prénom de quelqu'un, ou ça a été traduit en Verity. Oui. Oui. Pardon, on rigole parce que Kate vient de s'en rendre compte que c'est moi Laura qui parle. Oui. Donc oui, j'ai été présentée au début du chat, mais je pourrais avoir un petit nom. Donc Verity, on m'a dit que l'histoire était incroyable et que le dénouement était époustouflant et qu'on avait envie justement de jouer au détective. Donc peut-être que ça c'est quelque chose qui peut vous plaire. Maintenant, si toi, tu as ton téléphone sur toi, oui. Parce que je pourrais vérifier le nom de l'auteur, comme ça, je vous donner juste des titres ou des titres en anglais, c'est pas très, très, très. C'est pas très sympa dans l'absolu. Mais un ouvrage, je pense qu'il y a certains ouvrages de David Elango que justement dont je voulais vous parler. Donc David Elango est un auteur italien qui vient de Turin. Qu'on a croisé à Turin. Mais c'était sympa. Oui, c'était sympa. Juste à côté d'où Nietzsche s'est fait terrasser par son cheval. On a bu un café ensemble. Et David Elango, c'est un auteur qui, justement, certains de ses ouvrages sont traduits en français. Et il a des détectives comme ça. Le Cabramar, par exemple, j'ai trouvé intéressant. J'ai essayé de jouer au détective, je ne suis pas arrivée à la même conclusion, mais j'ai trouvé ça c'est pour ça que j'ai racheté un ouvrage de lui justement à la librairie Libromania. Là, le titre en italien, c'est Una rabbia semplice, qui veut dire une rage simple, une rage simple. Donc, je me réjouis de me plonger avec ces détectives qui sont très bien. Sinon... Oui, un truc, je pense que j'ai lu, mais je crois qu'il n'est pas encore paru. Mais c'est un ouvrage de Edlessi. En fait, c'est un...
c'est un auteur qui s'appelle en fait Len Zilberg, mais qui était connu sous le nom de Ed Lacey, et qui a publié pas mal de romans aux États-Unis. Et ce qui est vraiment intéressant, donc il y a un polar qui sort prochainement qui s'appelle Traque Noire. Et Traque noire. Oh, Traque le Noire. jeu de mots. Traque noire. Mais oui, parce que en fait l'inspecteur c'est un black. Ah. Et en fait c'est la première fois où il y avait un inspecteur black. Le problème de cet inspecteur Qui black la première fois de quoi? aux États-Unis, qu'il y avait un polar avec un inspecteur noir. Voilà, c'est ce qui est marqué dans sa biographie et voilà. Mais c'est paru quand? Je sais plus en quelle année c'était. Ed Lacey, c'était en 57. Ah, en 57, ok. Ouais. Ok. Et donc il y a eu plein de bouquins de lui, et maintenant ils sont réédités parce qu'ils ont été tous épuisés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait cet inspecteur noir, le problème c'est que quand il va faire ses enquêtes, euh, il est poursuivi, quoi. Donc c'est un inspecteur qui va sur des enquêtes, mais en fait qui est en chasse, enfin qui est chassé. Donc c'est intéressant. Moi j'aime bien ce côté social dans le policier. J'en lis peu, mais et Traque Noire, j'ai trouvé ça génial. Et je me C'est quand réjouis. même un titre qui fait un peu penser aux, aux coiffeurs qui veulent faire des jeux de mots, non? Je sais pas. Je sais pas, Traque Noire, enfin, moi je suis pas fan des jeux de mots dans les titres, mais ça Ah, c'est moi. mais la collection, pourtant, il y a eu toute une collection. C'était comment cette collection qui était géniale. euh, il y avait des jeux de mots pas possible. Le poulpe. Oui, le poulpe. Ouais. Bon, et là, alors là, le poulpe, Fouad Stream, si vous voulez lire du noir sympa, bien fait, la collection du poulpe qui maintenant, je sais pas si c'est épuisé ou si on Ouais, c'est totalement épuisé, mais on les trouve d'occasion. on peut les trouver d'occasion, c'est vraiment sympa aussi. Donc, pour revenir juste à la référence, Verity, alors, je sais pas si c'est léger ou pas, hein, je sais pas si c'est juste à la mode, mais c'est de Colleen Hoover. Donc, ça s'écrit C-O-2-L-E-E-N et Hoover comme les aspirateurs, H-O-O-V-E-R. Après, il y en a des classiques. Et c'est quoi le titre alors de... Alors, Verity, c'est effectivement le prénom de cette jeune femme. Et Kate nous dit que la critique sociale est même traitée essentiellement dans le polar actuellement. Alors, s'il y a des spectateurs ce soir qui ont des propositions de livres policiers ou dans le genre noir, allez-y. Moi, je trouve que c'est une thématique. Moi, justement, on a des amis qui sont vraiment férus et qui pourraient sûrement beaucoup mieux vous répondre que, que moi avec mes quelques titres qui me viennent comme ça à l'esprit. Sinon, pour finir sur le policier, si Fouad Stream nous regarde encore et vous avez trouvé peut-être une lecture qui vous parle, même si ça n'a rien à voir avec ce qu'on a discuté ce soir, n'hésitez pas à revenir. On est là à peu près tous les mardis soirs, normalement à 20h. Et dites-nous ce que vous avez pensé de votre dernière lecture, parce que c'est aussi ça qui est sympa dans ce Twitch. Ça c'est vraiment bien. Si vous avez des titres que vous avez lus, ça nous intéresse parce que on est curieux aussi. Donc on s'ouvre. Pierre Lemaître, Cadre noir, traite d'un cadre au chômage. Je ne raconterai pas plus. Cadre noir, là aussi, peut-être que... Bah alors, merci beaucoup, c'est sympa, Fouad. Moi, c'est vrai que je crois que c'est la deuxième fois que je prends la parole sur le Twitch. En général, je modère juste, et puis c'est que j'ai de la peine avec mon image, mais ça, c'est autre chose. En attendant... Je note Pierre Lemaître. Pierre Lemaître, on prend note. Merci, Kate. Est-ce que vous avez fait cette semaine ou ces derniers temps des lectures qui vous ont enchanté? Parce que justement, c'est aussi pour ça qu'on est là. Alors je sais que pas tout le monde aime prendre la parole. Pour pouvoir écrire dans le chat, il faut créer un compte, etc. Mais voilà. Et Kate nous dit... Constance Devray.
qu'elle a rencontré Constance Debré. Bonne soirée Fouad, merci et à bientôt, revenez nous voir. Oui, bonsoir Fouad. Constance Debré, donc Kate l'a rencontrée dimanche dernier et est tombée à la renverse. Mais alors, qu'est-ce qu'elle écrit, Constance Debré? Il faut la lire. Bonne soirée, Fouad. Oui. Ouais. Super. Je connais On va pas du regarder. tout. Son nom me dit quelque Elle chose. était aussi à Genève, alors. Parce que je sais, pour son livre, non. D'accord. Mais c'est celle qui est aussi avocate? Oui, on dirait. D'accord. Elle a Oui, l'air très intéressante, oui. super. Ok. Parfait. Oui, à Genève. Mais je sais que tu as rencontré plein de gens à Genève. Parce que tu allais, après Bourguignon, il y avait une autre rencontre. On devait se voir, et puis tu m'as mis un petit message en me disant mais non, je suis parti écouter une autre rencontre. Moi, j'étais juste de passage pour cette rencontre. Alors, on va aller découvrir Constance Debré, ça a l'air vraiment, vraiment intéressant. Et puis, ouais, c'est chouette de rencontrer les auteurs. Alors, Kate nous dit que c'est chouette de rencontrer les auteurs. Moi, en bonne avocate du diable, j'ai envie de dire, ça dépend. Non, c'est sympa. La plupart du temps, c'est très sympa. Et ça nous permet d'avoir un autre regard sur le processus de l'écriture. Voilà. Et du coup, par contre, il y a certains auteurs que moi, j'aurais préféré ne pas rencontrer. Je ne vais pas les nommer parce que ce n'est pas le but. Mais je préfère... En fait, ça a teinté aussi ma lecture de ce qu'ils écrivent. Et tout à l'heure, Kate. Et ça m'a un petit peu... Voilà, j'aurais préféré pas les rencontrer. Mais il y a peut-être une rencontre qui a été importante pour toi. Moi par exemple, j'ai un souvenir de Patricia Highsmith au Salon du Livre de Paris. C'est un truc qui m'a totalement marqué. C'est que je me suis approché pour lui faire dédicacer un bouquin. Et là, elle avait une voix, mais je sais pas, une voix incroyable qui collait tellement avec ses livres. Et j'étais complètement ébahi. Ouais, non, moi j'aime bien rencontrer les auteurs aussi. Après, c'est vrai que. Ah, ben voilà, ça a été rapide. Mais oui, Patricia Highsmith, moi, ça a été une très belle rencontre. Et j'aime bien rencontrer les auteurs parce que, oui, c'est vrai, je trouve Patricia Highsmith. Donc, parce qu'elle répond à Kate, parce qu'elle se demande qui avait une si belle voix. Je ne sais pas si elle avait une belle voix. Elle avait une voix qui correspondait. Elle avait une voix qui correspondait. Ouvrages. Moi, c'est les bouquins, les nouvelles de Patricia Highsmith, j'ai jamais vu des bouquins avec des chutes aussi géniales. Ça aurait été pour Fouad qui maintenant est parti. Mais Patricia Highsmith, c'est vraiment alors oui, moi, grand auteur du genre. Je dirais qu'il faut séparer l'œuvre de l'auteur. Souvent, parlons de Céline. Voilà. Moi, l'œuvre, j'adore. L'auteur, je déteste. Mais voilà. J'aurais pas voulu le rencontrer, j'aurais pas voulu aller chez lui. Mais à côté de ça, pour moi, c'est un grand écrivain. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. Ouais, je pense qu'on peut séparer l'œuvre de l'auteur. Après, je trouve qu'il y a des auteurs qui sont assez fidèles à ce qu'ils écrivent. Je vois David Fuenkinos, par exemple, pour moi, c'est un mec qui est génial, qui me fait rire. Et bon, je trouve qu'il fait toujours un peu la même chose maintenant, parce qu'il a trouvé son public. Mais à côté, je trouve qu'il est entre ce qu'il écrit et ce qu'il est, c'est très fidèle. Il y a une forme de ouais, il y a quelque chose de vrai. Moi, je trouve que Charlotte de David Fuenkinos, c'était différent des autres ouvrages qu'il a fait. Ouais. Voilà. Ah oui, Son dit que justement, elle a eu l'occasion, j'imagine aussi au Salon du Livre de Genève ce week-end, de rencontrer Laurent Godet. Et elle nous conseille chaleureusement Eldorado, un de ses ouvrages. Je note. Voilà. Moi, j'ai jamais lu Laurent Godet. Et on en a de nombreux. Et on en a plusieurs. Ici. Ouais, j'ai jamais lu. Voilà. Écrivain humaniste. Ok. Et
Et ça, c'est super, ces rencontres. Et ses poèmes? Ah, Il fait des aussi poèmes? Ouais. Ah, Super. faut que je regarde. Alors, D'accord. allons redécouvrir l'œuvre de On va avoir Laurent Godet. plein de choses à lire cette Super. semaine, c'est génial. C'est Et- pas comme si on en manquait. Et donc la rencontre était chouette, hein. Parce que a priori, Soham et Kate, toutes les deux, vous avez vu Godet, vous avez écouté Godet. Encore plus beau à mon goût, ces poèmes, que ses écrits. Ah, d'accord. Et ouais, on va regarder chez qui c'est publié, ça doit être chez Actes Sud aussi, certainement. Sur l'Europe, sur l'exil, sur les migrants. Ah, d'accord. Okay. Magnifique, on va regarder ça. Et Soham, si vous êtes encore là, à part Laurent Godet, vous avez eu d'autres coups de cœur, d'autres rencontres ou d'autres ouvrages que vous aimeriez, dont vous aimeriez nous parler? Donc, Kate nous dit qu'il y a eu une lecture musicale samedi soir et qu'effectivement l'ensemble de l'œuvre de Laurent Godet, y compris ses poèmes, est publié chez Actes Sud. D'accord, je savais pas du tout qu'il faisait de la poésie. C'est bien, à découvrir. Ouais. Super. Qu'est-ce que tu as trouvé d'autre à la librairie Libromania? Alors ça, c'était pas à Libromania, j'en ai trouvé plein d'autres, mais en fait, je peux pas vraiment en parler pour l'instant parce que les autres, je connais moins les auteurs. Salina est un conte sublime, bouleversant. Voilà, tout ce qu'on va voir. Super. On va se godéisser. Oui. Alors ça, c'est un ouvrage qui est depuis un certain temps dans ma... Je sais pas, depuis un certain temps. C'est très relatif. Dans la bibliothèque. Il a changé de place. Ben, on a déménagé, donc il nous a suivis. Donc les bibliothèques changent. On est dans le classement, là, tout de suite. C'est super. Oh, les questions de classement d'ouvrages, quand on en a beaucoup, c'est vraiment... C'est génial, tu redécouvres tes bouquins, tu as à nouveau envie de relire beaucoup. Celui-là, il est paru, je crois, en janvier 2016. Et du coup, je voulais juste vous lire, je sais pas si... la couverture. Donc, c'est Désordre et désir de Catherine Voyer-Léger, qui est une auteure québécoise, et c'est paru chez Hamac Carnet, qui est un éditeur québécois. Et ça fait partie de toute une série d'ouvrages que j'avais commandés pour un peu mieux découvrir finalement les auteurs d'outre-Atlantique, ceux qui habitent encore là-bas et qui sont pas revenus, c'est absurde de dire revenus, mais sont pas venus sur le continent européen pour vivre, le vieux continent comme on dit. Quoique c'est hyper colonialiste comme remarque. Et du coup, j'aime beaucoup son écriture. Voilà. Je sais pas, peut-être le petit passage sur... Il y a deux passages que j'aimerais vous lire. Un sur pour qui elle écrit, pour pouvoir lancer la question des auteurs et de la réception. Parce que ce qui est génial quand même, c'est que Laura, donc j'avais installé ce bouquin dans un nouvel espace, à la bibliothèque, puis on était dans notre nouveau canapé face à la cheminée, et puis je dis à Laura, tu pourrais nous lire quelque chose, puis elle prend. Et puis il y a eu 1 heure de lecture comme ça, c'est des choses qu'on se fait souvent, c'est lire à voix haute et puis permettre à l'autre de découvrir des choses. Ça, c'est vraiment génial. En fait, pour pas faire c'est vraiment chouette. Pour pas faire de trop longues lectures, je vais peut-être vous parler de la thématique que je trouve intéressante et vous lire l'extrait que je trouve très beau. Elle écrit de toute façon très bien, mais la thématique que je trouve intéressante, c'est en fait elle écrit sur le désir, sur le corps, sur l'incarnation du désir. Et merci Kate, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance. Et ça peut se partager à plein de niveaux. Avec la lecture se partage entre amis, mais aussi entre inconnus. Et moi, je crois que c'est aussi ça le plaisir, pas seulement du livre, mais des histoires. Parfois,
on a tendance, parce qu'on a l'habitude, nous, Pascal et moi, on lit beaucoup sur papier, sans parler de ce qu'on lit sur les écrans. Hein, mais on utilise beaucoup le papier comme support. Mais je crois que ce qui relie les gens, c'est les histoires. On se raconte des histoires depuis toujours. Euh, et c'est comme ça qu'on se transmet tellement sur le monde, sur voilà, raconter des histoires au-delà du mythe du storytelling pour faire du marketing. Je pense que Ouais. l'espèce fabulatrice, hein, c'est vraiment Je sais plus qui est-ce qui ça. parlait, je sais plus qui est-ce qui parlait du rêve tout à l'heure, mais moi j'ai un rêve d'avoir un cabinet littéraire. Le cabinet Ouais, littéraire. en fait, c'est un endroit où on puisse discuter littérature comme ça, tu vois. Mais c'est un peu la vocation de ces Twitch, Ouais, finalement. Mais il y a moins d'échanges. mais en présentiel, tu vois. Ah ouais. Alors, dans la lecture à voix haute, parce que la lecture à voix haute, elle expose. Hein. Alors, elle permet de partager, mais elle expose aussi. Elle expose la manière dont on ressent le texte. Et, voilà. Donc, On va y réfléchir. moi, je pars du principe, on peut faire de la lecture à plusieurs silencieuses, on peut les faire à haute voix avec des amis, des amoureux, des inconnus. Tout dépend du contexte. Bonsoir, capitaine Corsaire, bienvenue parmi nous. Ouais. On parle littérature à bâton rompu, mais surtout histoire et comment les partager. Et donc, moi, ce que je trouvais intéressant, finalement, c'est que dans ce passage, Catherine Voyer-Léger, dans Désordre et désir, dit qu'elle n'écrit pas pour les gens qui l'aiment. Pas parce qu'elle ne veut pas leur écrire à eux, mais finalement, elle traite beaucoup de questions intimes, justement, du corps, du désir, et que finalement, elle écrit aussi pour le plaisir d'écrire. Et moi, j'ai eu l'impression, alors peut-être que c'est pas une analyse poussée, hein, mais que ces dernières années, écrire pour le lecteur est devenu quelque chose d'une charge positive ou qui a une valeur très très importante. Charge positive. Oui, ben, j'ai l'impression, mais il y a plein de gens qui disent « Ah oui, j'ai trouvé mon public, j'écris Ouais, pour mes lecteurs. » Ouais, c'est pas très positif. Hein. Oui, mais les personnes qui le font et oui. qui en parlent, les auteurs qui en parlent comme ça, ils se sont aussi investis d'une mission parce qu'ils ont un public particulier, parce qu'il y a une demande, etc. Mais c'est les écoles d'écriture aussi. Enfin, Ouais, j'ai l'impression moi, j'ai vraiment l'impression que écrire pour les autres, c'est trouver des moules. Et puis, je peux pas imaginer me dire que Céline ou Proust écrivaient pour les autres. Ils auraient jamais fait ça. Ils auraient jamais publié ça. Alors après, c'est des exemples un peu contraires, hein, Céline et Proust, mais c'est intéressant. Ouais, mais extrême. De toute façon, du moment que tu veux te faire publier, l'autre existe. Hein, sinon, tu pourrais écrire dans ton tiroir. Ouais. Ça, c'est une chose à dire. Après, le nombre d'introductions de certains ouvrages où il y a aussi... Alors, je pense, Kate nous dit, mais on écrit toujours pour des lecteurs ou pour qu'on soit lu pour des lectures, sinon on ne publie rien. Par contre, Captain Corsair n'est pas d'accord. Ouais, moi je suis d'accord avec Captain Corsair. Je pense pas. Je pense qu'on peut écrire parce que Guy Lévis-Manot, par exemple, il écrivait parce qu'il aimait écrire. Et bon, il avait la chance d'être éditeur, enfin la chance, il avait fait le choix d'être éditeur, donc il pouvait se publier. Mais ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai animé des ateliers d'écriture. Et franchement, je suis vraiment. J'avais proposé aux bibliothécaires de pouvoir, après ces ateliers, que les textes puissent être lus dans la bibliothèque et tout ça. Et en fait, il y a des personnes qui disaient mais non, je n'ai pas envie, j'écris pour le plaisir. Ouais, on décide de ne pas se faire publier. Voilà. Donc, justement, mais c'est des questions que je trouve intéressantes. Parce que finalement, il y a quand même une distinction à faire dans l'absolu entre je décide de me faire publier et j'ai besoin de raconter une histoire.
Et cette histoire, j'ai envie que d'autres la lisent. Et je pense que ça, c'est une posture légèrement différente que j'écris pour un public. Et, et les deux se tiennent et peuvent être intéressants. Mais comment ça se fait qu'il a été publié Lovecraft alors s'il refusait systématiquement de sténographier ses œuvres? Donc Captain Corsair nous dit que Lovecraft refusait de sténographier ses œuvres pour être publiées. Ça ne veut pas dire que d'autres ne l'ont pas fait à d'autres moments. Ouais, mais en fait, il voulait pas être publié. Enfin, je crois que c'est François Bon qui a fait je ne sais combien de livres autour de Lovecraft. Mais et si vous êtes intéressé, François Bon a une super chaîne YouTube qu'on vous conseille fortement. Ouais, alors sur Lovecraft, il doit y en avoir des... Et pas que. Non, mais entre autres, mais il doit y en avoir des heures dessus, parce que c'est vraiment... il a énormément travaillé dessus. Voilà, donc... Et je pense pas que ce soit ni une bonne ou une mauvaise chose de se dire qu'on écrit pour. Parce que... voilà, il a été publié après sa mort. Voilà. Merci. Merci. D'accord. Donc, ah ouais, tout retraduit. Ah d'accord. Donc du coup, moi, en dehors de ce qu'un auteur souhaite, finalement des dernières volontés par rapport à des textes qu'on publie ou qu'on ne publie pas, ça c'est encore autre chose. C'est plutôt de se poser la question du positionnement, parce que c'est clair que de toute façon, qu'on le dise ou non, du moment que tu te fais publier de manière volontaire, c'est-à-dire que tu ne le fais pas après ton décès et que d'autres découvrent tes ouvrages ou ton texte, effectivement, il y a un souhait d'être lu. Mais pas, entre le souhait d'être lu et le souhait d'être aimé, pour moi, il y a deux choses. C'est vraiment deux choses différentes. Moi, je pense que des auteurs comme Veland, par exemple, Yves Veland, dont je vous ai souvent parlé, c'était pas un auteur qui cherchait obligatoirement à être aimé, ni à être lu. Enfin, ouais. il avait une pensée, il avait envie de la développer, il pensait que c'était important de la développer, et il a écrit pour ça. Oui, mais après, il a cherché à être publié, effectivement, il a été publié au Seuil, il a été publié. Mais penser que les auteurs ne veulent pas qu'on apprécie leur texte. Non, je dis pas ça, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une dérive où on essaye de coller à une forme littéraire pour pouvoir être publié. Et ça, je trouve que c'est grave. Mais je trouve qu'on lisse totalement la littérature. Ouais, on peut lisser. Mais je pense que c'est intéressant de faire la distinction entre ce qu'on lit entre les lignes, parce que finalement, il y a les auteurs qui te disent, dans leurs interviews ou dans une préface ou d'une manière ou d'une autre, que c'est qu'ils écrivent pour un public spécifique. Mais quoi qu'on en pense, qu'on le dise ou pas, que ce soit de manière consciente ou pas, du moment que tu publies ces textes, ils vont être lus par un public XY. Ce ne sera peut-être pas celui qu'on aurait souhaité, mais il risque, et on l'espère pour la plupart des ouvrages publiés, d'être lus. Je vais citer un exemple quand même. Andreas Becker, il a envoyé je ne sais combien de manuscrits, et toujours réponse négative. Parce qu'il essayait de coller à une forme littéraire vraiment très classique. Et puis un jour, il en a eu marre, il a écrit L'Effrayable, il a envoyé ça aux éditions de La Différence, et le jour même, comment elle s'appelle, qui est maintenant directrice des éditions Canoë, lui a répondu et l'a édité. Et c'est une forme d'écriture qui est vraiment très particulière, qui est une forme d'écriture très, très... qui a quelque chose justement, qui a une syntaxe différente, un petit peu qui est hors norme. Moi, j'adore cet écrivain. Et voilà, et c'était vraiment... Il dit, j'avais plus rien à perdre. Allez, hop, j'envoie ça, et puis voilà, puis c'est parti. Donc, Captain Corsair nous dit aujourd'hui, être écrivain est aussi très souvent un plan de carrière. Alors,
Moi, j'ai rien contre la démocratisation de l'écriture et des publications. Que ce soit à travers des écoles qui te permettent d'apprendre à écrire et te donnent des outils pour écrire, être publié, être lu, qui risquent peut-être parfois de lisser certaines voix, mais donner la parole à d'autres. Mais le côté très élitiste et surtout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire finalement le présupposé derrière, c'est que un auteur, le génie de l'auteur s'incarne dans son écriture et finalement il est quasiment inné. Ça, je pense, c'est aussi un discours qu'il faut complètement déconstruire. Donc, en général, les écrivains, ils travaillent énormément leur texte. Alors, travailler son texte, ça ne veut pas dire que tu vois, t'as pas une voix ou quelque chose à dire de spécifique. Alors, même avec un plan de carrière, un auteur peut être bon ou pas. Alors, ça, c'est sûr. Et puis, il peut être apprécié. Kate nous dit ça, effectivement, un auteur qui soit reconnu, lu, veut pas dire qu'on apprécie tous son écriture ou qu'il soit reconnu par la critique littéraire. Est-ce que ça veut dire que du coup, ces livres sont ont moins de valeur? Moi, finalement, si je vous ai lancé sur cette thématique, c'est finalement de savoir quelle valeur on accorde à quel type d'ouvrage et la honte qui peut aller avec. Ouais, alors, moi, je suis très catégorique là-dessus. Je suis pas très tolérant sur certaines formes d'écriture. Moi, je lis quand même beaucoup de manuscrits aussi qui nous arrivent aux éditions, et je considère qu'il y en a, c'est de la soupe. Et quand je vois des auteurs qui sont publiés et qui vendent 300 000 exemplaires, ou voire plus, et où c'est vraiment de la soupe, mais tout simplement, on a trouvé un style de faire tourner la page au bon moment, parce que ça va avec des gens qui lisent peu, et ça convient à ce public-là. Pour moi, c'est des auteurs, mais c'est pas des écrivains. Je fais vraiment une différence entre auteur et écrivain. Effectivement, Hélène Sixous, c'est réellement une poétesse, et elle a une forme d'écriture qui est vraiment très chouette. Et c'est justement Soham qui nous parle de combien elle apprécie la syntaxe de cet auteur. Et finalement, on ne cherche pas tous la même chose dans la lecture. Non, je suis et c'est pas une mauvaise chose. Après, moi, je suis pas là à défendre. Enfin, je veux dire, il y a des ouvrages qui font partie vraiment qui plaisent à un grand public, qui moi me tombent des mains. Mais il y a peut-être d'autres ouvrages qui sont vraiment valorisés par la critique littéraire, puis dans lesquels moi j'arrive pas à rentrer. Ouais. Moi, par exemple, je me rappelle quand j'étais libraire à Cherbourg, je m'étais dit, bon, il faut que je lise du polar quand même, parce que j'en lis pas beaucoup. J'avais lu Patricia MacDonald. Et j'ai pris un poche comme ça, je sais plus ce que c'était un gars qui était dans une écurie, l'écurie prenait feu et tout ça. Et je me disais, j'ai envie de connaître la fin de l'histoire. Mais c'était mal écrit, c'était sujet, verbe, complément, sujet, verbe, complément. Heureusement, dans la librairie, il y avait la comptable qui adorait Patricia MacDonald. Je lui ai dit, est-ce que tu peux finir de le lire et puis me raconter l'histoire? Parce que franchement, c'était insupportable. Et Marc Lévy, j'ai jamais réussi à lire. Pour moi, c'est plus compliqué que plein d'auteurs contemporains. Et Musso aussi. C'est des formes d'écriture qui sont tellement fatigantes pour moi, parce que c'est tellement surfait que j'arrive pas à lire. C'est bizarre, hein, mais moi, c'est pas mes auteurs favoris. Mais il y a des gens qui ne jurent que par Proust, et moi, j'arrive pas. Ah oui, ça pique les yeux. Donc, ce que j'essaie de... Oui, mais Proust, c'est bien écrit. Enfin, je suis désolé. Oui, mais moi, ça me tombe des mains. D'accord. Non, mais moi aussi, ça me tombe des mains, Proust, parce que sur 300 pages, tu as une phrase, pour moi, qui est magnifique. Mais rien que cette phrase fait que Proust, c'est splendide. Mais l'écriture est belle. C'est ça qui est compliqué. Dicker, j'ai pas réussi à lire non plus. J'ai lu 30 pages et puis ça m'a fait chier. Mais c'est peut-être c'est moins mal écrit, je trouve, que Musso et Lévy, mais franchement. Alors, tu vois, ça, je trouve que la remarque de Capitaine Corsair, là, je la trouve super, super intéressante. Il dit, pour moi, un bon livre
supportent déjà leur Ah lecture ouais, avec toujours le même frémissement. ah ouais, je suis d'accord. Et alors, j'aime beaucoup cette, Mm. cette, cette, cette prise de Mais oui, position parce qu'effectivement, euh, c'est une manière dont moi aussi j'envisage la lecture, ah, moi c'est-à-dire aussi, qu'un totalement, texte doit pouvoir être lu à plusieurs degrés, à plusieurs époques de ta vie, dans totalement. plusieurs circonstances, et t'apporter quelque chose. Après, moi j'aimerais aussi un peu déculpabiliser, je parlais de honte tout à l'heure, déculpabiliser les gens qui finalement peut-être tombent sur cette chaîne et sont fans de Musso et Lévy et se Mais on a disent d'autres choses, il y a d'autres choses à lire. oui, Il y a tellement de choses à lire. oui, mais je veux dire, Faut changer, faut mettre Lévi Musso, mettez ça dans une boîte à livres, ou bien, et puis trouver quelque chose. ou bien, Vous regardez le Twitch et puis il y a des gens qui proposent des bouquins, allez lire Godet, voilà, faites comme nous. Je ou sais pas, pas. ou pas. Mais si. Alors attends, Ah non, je suis très, très intransigeant. Les- Mais Musil, si vous le lisez une fois, vous le lisez 10 fois, vous le lisez 20 fois, Musil, c'est. Ouais, je suis d'accord. Voyage au bout de la nuit, je m'en lasserai pas. Enfin, c'est. Vas-y. Super. Non, mais il a raison, Pascal. Je sais Moi, pas si j'ai raison. j'ai pris beaucoup la parole ce soir. Par contre, Non, non. j'aimerais juste un peu enlever un peu cet aspect très subjectif, Tu veux faire finalement. Pénac? Non, c'est juste que c'est très subjectif. Bon, le seul livre de Pénac que j'ai vraiment aimé, c'est celui qui, en fait, c'est pas lui qui a écrit. J'ai découvert. Mais c'est pas grave. C'est Le journal d'un corps que je vous conseille vivement et qui, en fait, il a prêté son nom à quelqu'un d'autre. Mais en attendant, euh, moi, ce que j'aimerais aussi savoir, peut-être, c'est Captain Corsair, quels sont les ouvrages que vous lisez avec le même frémissement ou que vous avez envie de relire. C'est intéressant. Oui, je suis d'accord, mais Capitaine Corsair, tout le monde lit. Moi, quand j'entends. C'est Quand pas je... vrai que tout le monde. C'est pas vrai. Quand j'entends. Enfin, pas tout le monde, mais la plupart des gens qui savent lire lisent d'une manière ou d'une autre. On n'a jamais autant lu aujourd'hui. Enfin, je sais pas si vous voyez, tout le monde a son téléphone portable, tout le monde a son ordinateur, tout le monde regarde des vidéos qui sont sous-titrées, etc. Alors, pas tout le monde, hein. Il y a Non, mais beaucoup enfin, d'illettrisme et non, mais d'analphabétisme. justement, c'est ce que je disais, en dehors des personnes qui ne savent pas lire, qui ne peuvent pas lire. Mais sinon, en dehors de ça, on n'a jamais autant lu aujourd'hui. Dire que les jeunes ne lisent pas, pour moi, c'est la plus grande connerie du monde. Les jeunes n'ont jamais autant lu. Après, effectivement, qu'on trouve des choses qui leur plaisent, c'est autre chose. Mais le fait de ne pas lire, j'ai fait passer une collègue du Harlequin à Gavalda. Oui, Alors, bah oui, bravo. Kate nous Je dit suis qu'elle a d'accord. fait passer une collègue qui lisait volontiers du Harlequin et elle lui a proposé de lire Gamalda. Super. Quand j'étais. Une anecdote, puis après je te laisse parler. Ouais. Une anecdote. Quand j'étais libraire, j'avais régulièrement, souvent c'était les mères qui venaient avec leur enfant, qui disaient mon enfant n'aime pas lire, qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller? Et moi je posais la question à l'enfant, est-ce que tu as lu des livres dernièrement? Non, j'ai rien lu à part Harry Potter. Et là je leur disais, ben, tu en as lu combien? Ah, tous, 3, 4. Moi, je dis, écoute, si tu les as tous lus, tu peux prendre n'importe quel livre qui est dans la librairie. Enfin voilà, c'est juste qu'il faut que tu trouves le livre qui te plaise. Et il y a une forme de culpabilité par rapport à la lecture, c'est tout simplement parce que les gens on leur dit pas, ils ont l'impression que c'est difficile. Mais c'est peut-être la faute des éditeurs, c'est peut-être notre faute hein, de pas. Ou du discours autour. C'est pour ça que j'essaie de poser ces questions-là et là. Et Fix Kuka soulève un point que je trouve très chouette qui dit le problème, c'est d'avoir le fond. C'est d'avoir le fond et la forme. Proust est incroyable sur les deux, mais clairement soporifique par moments. Lévy a des idées géniales en matière de narration, mais la rédaction est pétée. Une seule issue, Céline, pour FX Kuka aussi. Il dit aussi l'important c'est de lire, le reste c'est de la littérature. Alors, c'est pour ça que moi j'aimerais un peu décomplexer l'idée de voilà qu'on aime quelles que soient les choses qu'on aime lire, on aime aussi des histoires. Et je me rappelle que Kate disait qu'il y avait des écrivains d'histoire et finalement il en faut un peu pour tous les goûts. J'ai toujours dit à mes enfants,
lisez n'importe quoi, même si c'est le télé 7 jours, mais lisez. Et puis, mais après, il faut passer du télé 7 jours à Céline quand même. Donc il y a quand même. Ça a Non, marché pour certains. Non, ce que mais j'essaie. non, mais l'important c'est ça quand même. On peut pas rester figé sur des choses qui sont mal écrites. Moi, je trouve ça triste, totalement. Captain Corsair propose à Kate de contaminer d'autres amis avec ses idées de lecture. Et moi, je voulais justement rebondir. Je ne sais pas si Capitaine Corsair veut vous parler des lectures qui l'ont touché, peut-être pas. Mais ça m'intéresserait. Euh, et et tu peux autoriser, parce qu'il y avait le mot. Pardon, il y a la censure de Switch qui n'a pas voulu du commentaire de Kate au départ parce qu'il y avait le mot nu dedans. Oui, on peut lire ce qu'on a envie, du feel good ou du Proust, mais qu'on ne mélange pas tout. Égal, aujourd'hui, des livres feel good sont portés au nu, et ça, c'est un mensonge qui sert à vendre. Oui. Ouais, là-dessus, on est complètement d'accord. Bah, moi, en soi, j'ai aussi ces réactions-là. Je veux dire, Lévi, j'en ai lu un quand j'avais genre 13 ans, et puis j'ai été touchée, et puis après, c'était juste plus possible. Et voilà, moi, par contre, je trouve justement d'avoir des gens qui sont passionnés par leur lecture et qui vous disent oh, il faut absolument que tu lises ça. Moi, ça m'a scotché, ça m'a plu, etc. Finalement, c'est ça, moi, qui me. Après, si en face de toi, tu as quelqu'un qui est fan de Musso et que tu le sais, ben, tu prendras les choses avec un autre regard que si toi, tu n'es pas fan de Musso. Mais finalement, il parle aussi, il parle à des gens. Alors, moi, Weber m'a amené vers King vers Asimov vers Bordage vers Heyerdahl vers Céline, en passant par Nerval, Baudelaire et Rimbaud, lire surtout toujours. Ouais, les fourmis, et puis Stephen King aussi, Asimov. Pierre Bordage, j'avais rencontré à chaque fois. C'est un très joli parcours de lecture parce que finalement, quand on se cherche aussi en tant que lecteur et quel profil on a en tant que lecteur, on se demande mais finalement qu'est-ce qui va me plaire, et parfois on peut être très surpris. Oui, alors moi je suis d'accord avec toi, Kate. Les vendeurs de livres, moi j'ai été libraire quand même à peu près 20 ans, et c'est vrai que c'est très compliqué en fait d'être libraire parce que on vend tout. Il n'y a pas de raison que la personne n'achète pas un livre même si on ne l'a pas aimé. Après, effectivement, pour moi, l'important, c'est quand même de faire avancer les gens. Il y a des gens qui sont grands lecteurs, qui lisent tout Musso, tout Lévy, voilà. Et on a envie de se dire, mais ces gens-là, ils lisent énormément de livres, ils ont lu tous les Harlequins et machin. Et justement, est-ce que je peux leur faire découvrir autre chose? Donc Gavalda, par exemple. Et puis après, on avance, et on va vers la littérature. Et effectivement, je suis d'accord avec ce qui était dit tout à l'heure. Je pense que la personne qui a lu une fois Lévy ne le rouvrira pas une deuxième fois. C'est ça la différence. C'est effectivement, il n'aura pas les mêmes sensations. Parce qu'une fois que tous les trucs et astuces qui sont faits dans ce cadre-là sont trouvés, il n'y a plus aucun intérêt en fait à le relire. Alors, encore une fois, je me fais l'avocate du diable parce que, encore une fois, moi, j'arrive pas à me replonger dans ce genre d'ouvrage. Ça a marché une fois, puis après, j'ai lu un Musso et un Lévy, et j'ai pas réussi à en lire d'autres, et j'ai pas continué à chercher. J'étais juste curieuse de comprendre. Mais il y a des gens qui aiment être rassurés par les grosses ficelles. C'est aussi, ils se sentent hyper rassurés, ils savent où l'histoire va aller, et ils se laissent emporter dans cette histoire qui a toujours un peu la même forme. Et FX Kuka nous dit libraire, c'est génial parce que tu rencontres que des lecteurs. J'imagine que tu boques pour Mackenzie. Ouais, non mais c'est vrai. C'est principalement des lectrices en plus. Hein. C'est 70% de femmes qui achètent les livres. Qui achètent les livres. Ça ne veut pas dire que c'est toutes elles qui les lisent. Mais en attendant, moi je pense effectivement c'est le rêve de Kate d'être libraire. Mais effectivement, il faut avoir confiance envers le libraire. Moi, je sais que
Alors, j'ai quand même la chance d'être éditeur, mais en plus d'être diffuseur. Donc, je passe dans les 100 librairies de Suisse romande et régulièrement, je demande au libraire, je dis, qu'est-ce que tu as aimé? Et souvent, je prends les yeux fermés. Parce que je sais que ce libraire-là ou cette libraire-là lit. Et donc, voilà. Des fois, je suis un peu déçu parce que c'est pas obligatoirement ma tasse de thé, où il y a des thématiques. Par exemple, je me rappelle d'une libraire comme ça, qui, elle, aime beaucoup un genre de littérature, et c'est pas mon truc. Voilà. Donc, je lui dis, bah, écoute, tu as autre chose à me proposer, puis elle le sait. Elle sait maintenant qu'elle me propose plus ce genre de livre. Mais tout simplement parce que ça me touche pas. C'est pas parce que c'est des bouquins qui sont mal écrits, parce que je sais que elle, ce qu'elle lit, c'est bien écrit. Et voilà. Et FX nous dit, oui, c'est comme les comédies romantiques, c'est naze, mais ça a des codes réconfortants et c'est pas grave. Et voilà, moi en fait, finalement, si j'ai envie ce soir de vous laisser, je vous parlerai de Désordre et de Désir une autre fois. Non, il faut que tu lises un extrait quand même. Mais c'est l'heure, chouchou. Ouais, c'est pas grave, écoute. Finalement, c'est le côté un peu, c'est pas grave, parce que le but finalement, c'est de retrouver des gens avec qui on peut partager la même passion On peut se taper dessus. Hein. Et même si on n'a pas les mêmes lectures, on n'a pas toujours les mêmes goûts, on a des attentes qui sont similaires face à la lecture. Et ces attentes peuvent être comblées justement par des gens qui te proposent des ouvrages. On va avoir du mal à faire un cabinet littéraire. Moi, je suis un peu fermé. Qui a dit que tu étais fermé? Ok, tu nous lis un extrait alors pour finir. Ouh là là. Bon, en tous les cas, c'était génial ce Twitch. Hein. Moi, l'aura faut que tu reviennes, hein, parce que c'est vachement plus animé quand je suis tout seul. C'est vachement mieux. Quoi. C'est sympa une fois de temps en temps. C'est comme les bonnes choses, faut pas en abuser. Alors. Quoique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aurais tendance à en abuser. Alors. Donc, pour finir la soirée, et je vous remercie tous, je sais pas si... Oui, alors. Merci, Kate. Je sais pas si Captain Corsair est toujours là, si d'autres sont encore... merci Sam pour votre intérêt. Si d'autres sont encore là, mais je vous l'avais présenté tout à l'heure, Désordre et Désir de Catherine Voyer-Léger aux éditions québécoises à McCartney. Et donc, elle a des textes courts qui sont tous avec un épigramme. Vous savez, ces petites phrases au début des textes qui permettent de donner du contexte. Et là, je vais vous la lire effectivement parce qu'elle rebondit sur cette phrase pour rentrer dans ce chapitre qui s'intitule « Apprendre le désir ». Et elle cite Michel Doré dans un ouvrage qui s'appelle La sexualité spectacle, paru dans une revue à Montréal. Et la citation est « On peut avoir ou pas des préceptes moraux, éthiques ou religieux et connaître toutes les techniques sexuelles, mais on n'apprend guère à désirer. » Et donc elle rebondit sur cette phrase en disant « Cette phrase lue chez Michel Doré m'a fait sursauter. J'avais bien l'impression au contraire d'avoir appris le désir. Bien sûr, il y a quelque chose du désir qui est inné, mais si la faim est innée, ça n'empêche pas que notre rapport à elle soit plus appris qu'inné. 3 fois par jour, il n'y a rien d'inné là-dedans. N'est-ce pas un peu pareil avec le désir? Sans nier qu'il y a une pulsion, il me semble difficile d'isoler quelque chose comme un désir qui serait vierge de toute influence. Olivia Rosenthal publiait en 2012 « Ils ne sont plus rien dans mes larmes ». Un livre qui a comme prémisse les films qui changent votre vie. On la remercie de rappeler qu'un film, comme un livre, d'ailleurs, n'a pas besoin d'être un chef-d'œuvre pour faire basculer les choses. Et là-dessus, on se retrouve par rapport à ça, effectivement. Et elle continue « Quel film a changé votre vie ?» On pourrait, chez nous, l'interpréter sur quel livre a changé votre vie. S'il n'y en a qu'un... Bon, voilà, bref. La question donne le vertige, dit-elle. J'aurais bien du mal à donner une seule réponse.
référence, mais en matière de désir en tout cas, il est évident que L'Amant de Jean-Jacques Hano a joué un rôle incontournable. Et donc comme là je viens de mélanger film et livre, effectivement là elle parle du long métrage de Jean-Jacques Hano. J'étais adolescente quand mon père m'a branché sur ce film un soir où il sortait pour une fête. J'ai bien peu de souvenirs du film lui-même. Mon souvenir est intérieur, très vif, coupant. Ce soir-là, je n'ai peut-être pas appris le désir, mais j'ai compris un ressort fondamental. Le désir existe sans amour. On pourrait croire que c'est banal, mais pas du tout en fait. Ah, pardon, mais pas tout à fait. Tout dans la culture ambiante, de l'enfance à l'adolescence, particulièrement chez les jeunes filles, entretient une assez malsaine confusion entre les deux sentiments. Donc, effectivement, entre le désir et l'amour. En lisant le premier tome de Twilight, donc on revient sur... c'est un ouvrage justement vampire, très... Ils ont fait des films, etc. Mais c'était un ouvrage à la base. J'ai été mortifiée que cette courbe dramatique de cette courbe dramatique à la fois convenue et dévastatrice. Quand Bella, la protagoniste principale, apprend qu'Edward est un vampire, elle affirme qu'elle l'aimera quand même, pour toujours, qu'elle n'en s'arrêtera pas pour si peu. Mais ils ne se sont jamais vraiment parlé. Twilight, comme des dizaines d'autres œuvres industrielles, entretient cette idée que toute attirance hors du commun annonce le grand amour. L'amant, donc, m'a appris l'inverse. En fait, comme le font souvent les films, celui de Jean-Jacques Hano a sans doute précisé une intuition qui faisait doucement son nid. J'ai terminé le visionnement ému, mais aussi passablement excité. Et j'avais soudain la conviction qu'il y avait quelque chose de magnifique dans le désir en lui-même. Si j'avais à faire mon histoire de l'apprentissage du désir, je la résumerais en 2 mouvements. En découvrant l'amant, j'anticipais que ma notion du désir était enchâssée par un paquet d'idées préconçues. J'ai démoli des murs, histoire de me chercher quelque chose qui me ressemblerait. Oui, j'ai fait quelques conneries, mais bien peu au demeurant. J'ai découvert des positions, des additions, des corps, parfois le mien, presque par hasard, des mots, des regards, des techniques, des lieux, des tabous ou non. J'ai découvert des limites. Étonnamment, j'ai fait bien peu de rencontres. Alors, j'ai appris ça. J'ai appris à m'éloigner du désir mécanique pour entrer dans le désir de l'autre. J'ai laissé derrière moi les désirs éthyliques qui fuyaient les solitudes. J'ai refusé des désirs dont je connais la forme, le fond, la façon et dont je sais où ils me mènent. J'ai appris à dire non. Pas juste aux autres, à moi aussi parfois, parce que je ne crois pas que mon instinct me mène toujours au bon endroit. L'instinct est parfois un peu con. Je pense qu'on apprend à désirer cette pulsion instinctive, on apprend à la modeler, à l'écouter et à la faire taire. À lui ouvrir les yeux à l'extérieur de ce que le monde veut qu'on trouve beau, entre guillemets. À l'intérieur de ce qu'on s'est fixé comme limite. On lui apprend à nous suivre, à changer, à vieillir avec nous, à se taire parfois, à mieux choisir ses partenaires. Le désir s'apprend. Moi, en tout cas, je l'apprends, toujours, au présent. Purée, la référence à Twilight me rappelle Orelsan. Il m'a vendu l'amour parfait. Donc, quand c'est pas parfait, je crois que c'est pas de l'amour. Voilà. Et que ce soit des histoires où effectivement... donc moi, je m'étais pas rendu compte que ce passage faisait autant référence aussi à la littérature et au film. J'avais vraiment ce côté du désir aussi construit et qu'on peut réfléchir, qu'on peut repenser ses attitudes. Et effectivement, il y a certains ouvrages et certains films certaines musiques aussi. Certaines musiques qui remettent en question ces lieux communs et d'autres qui te confortent dans finalement ces idées préconçues. Et la question c'est où est-ce que j'en suis maintenant, aujourd'hui, au jour J, et pas moi en tant que lecteur dans l'absolu. Au jour J, je peux dire, ce soir, moi j'ai besoin d'un bon film dont je connais tous les rouages, d'un livre qui va pas me surprendre, qui va pas me déstabiliser.
et quelque chose de très pépère qui va me mettre dans une position très confortable, ou encore quelque chose qui va me surprendre, quelque chose qui va profondément me toucher. Et, et, et finalement, c'est ça, c'est cette liberté-là d'être un lecteur pluriel que j'avais envie de souligner aujourd'hui. Oui, oui, alors, c'est pas parce que c'est pas parfait que c'est pas de la littérature. Je suis d'accord. Mais quand même, la littérature, c'est quand même vachement bien, quoi. Enfin, Mais là aussi, quand on parle de littérature, on parle tout de mais suite d'une ouais, institution dans non, laquelle on rentre pas. je sais pas. Moi, j'ai du mal, euh, je vous ai dit, quand je reçois un manuscrit, je vois, euh, il y a quelque chose qui fait que c'est de la littérature ou que c'est pas de la littérature. Ça n'empêche pas que c'est pas obligatoirement euh, des choses qui sont parfaites. Euh, il y a je pense par exemple à une autrice comme ça. Je me rappelle de son manuscrit, j'avais adoré, mais il fallait vraiment faire un gros travail de réécriture autour de ce manuscrit. Mais il y avait des langues, il y avait des sons, il y avait des choses qui se passaient, et il y avait une forme d'écriture qui était hyper intéressante. Et, euh, et voilà. Et finalement, en tant qu'éditeur, tu participes à ces choix. Voilà. Ah, mon point de vue. Ou le mien. Ou le mien. Capitaine Corsair dit: je ne partage pas du tout ce point de vue. Alors, qu'est-ce que c'est quel point de vue? Quel point de vue? Ça m'intéresse parce que. Et comme on n'est pas en direct live avec une voix, on va vous laisser le temps de. Tout livre n'est pas de la Tout littérature. livre n'est pas de la littérature. Ah, mais moi je suis d'accord, tout livre n'est pas de la littérature, clairement. Mais c'est pas non plus ce que F.X. Cook disait. On ne disait pas que tout livre est de la littérature. Il disait que c'est pas parce que c'est pas parfait que c'est pas de la littérature. Oui. Donc voilà. Oui, moi je suis d'accord. Mais c'est vrai que je suis assez intransigeant. La forme d'écriture pour moi, ouais, la forme d'écriture pour moi est vraiment essentielle. Et on a, ouais, ce lissage qui, qui vraiment nous empêche en fait à avoir dans les librairies des librairies où il y a de la littérature. Ou aller chez un libraire avec qui vous crochez et qui vous fera découvrir aussi ses petites merveilles, ouais, et ses coups de cœur. Ça, faut vraiment. Au-delà du côté coup de cœur qui maintenant devient vachement la mode, mais vraiment ce qui lui parle. Oui, non, oui, je sais qu'il faut. Qu'est-ce que c'est que la littérature? Moi, j'ai tendance à penser que c'est la forme d'écriture. Moi, ça, c'est ta lecture de ce qui te parle à toi. Je pense que l'histoire, que ce soit du policier, de la SF ou n'importe quelle forme d'écriture, à partir du moment où il y a un travail, enfin, je sais pas, je sais pas comment définir la littérature, c'est difficile. Alors, tu vois, moi, je lis pas du tout comme toi. FX dit, à une époque, Bizet était considéré comme de la soupe, Maupassant pareil. Donc, ça dépend aussi beaucoup des époques, ça c'est vrai. Moi, sur Maupassant, je dirais pas grand-chose, mais c'est parce que je suis normand, mais Maupassant, moi, ça me... Kate a trouvé une libraire comme ça avec qui je croche super et je m'éclate. Bah, voilà. Les yeux fermés. Voilà. Ouais. Finalement, c'est trop... Hésite pas à nous dire quelle libraire. Voilà. Ça nous intéresse. C'est super. Parce qu'on va dans cette librairie-là, on y va demain. Non, c'est vraiment intéressant de voir finalement de... Non, mais il faut absolument faire connaître les libraires qui sont comme ça. Parce que c'est vraiment génial. Moi, j'avoue que dans les librairies de Suisse romande, je m'éclate. Hein, parce qu'il y a vraiment des libraires qui sont là et qui... J'aime pas Maupassant non plus, mais ça reste de la littérature. Je suis d'accord. Il y a une forme d'écriture qui est intéressante. Moi, je trouve ça plat, mais mais pour moi, c'est de la littérature. Je suis pas d'accord avec Pascal. Chez Payot Rive, c'est la libraire qui s'occupe du rayon poésie. Je pense. Je pense que c'est elle. Ouais. Elle est très bon conseil, effectivement. Donc, juste pour finir, moi je suis pas du tout d'accord avec toi. Enfin, moi je lis pas comme toi et heureusement, et c'est ce qui fait qu'on échange aussi, puis que ça fait un moment qu'on est ensemble parce que on continue à découvrir des choses aussi. Oui, Yann Courtiot qui était libraire aussi. Donc ce que je voulais simplement dire,
Bien sûr que l'écriture, si c'est mal écrit, je lâche le bouquin. Voilà, si c'est mal écrit, voilà. Alors, Ben si c'est voilà, mal écrit, je lâche le bouquin. voilà, c'est mal écrit. Par contre, entre la forme qui te porte, moi, la forme me porte pas autant que toi. Ouais, Et du coup, si l'histoire qui m'est contée m'amène nulle part et me parle pas, j'arrive pas non plus à avancer, même si c'est très très bien écrit, même s'il y a des belles phrases, si un phrasé est magnifique. Et donc je reviens sur ce que disait justement FX Luca tout à l'heure, en disant qu'il y a le fond et la forme, et finalement l'équilibre est différent pour chacun. Voilà, comme dit Kate, effectivement, oui. Le fond et la forme. Maupassant, effectivement, il n'y a rien à dire, il savait écrire. Voilà. Mais par contre, si on lit Maupassant et qu'on lit Flaubert après, Maupassant, on le range, quoi. Enfin, je veux dire, on a deux écrivains. Il y a des personnes qui adorent Maupassant, oui, qui ne jurent que par Maupassant. Je me suis Maupassant. engueulé avec une autrice une fois comme ça. Elle m'a dit, comment tu n'aimes pas Maupassant? Bon, je dis, mais c'est pour ça, en fait. C'est plat. Si moi, j'aime la littérature qui si bouge, on aimait tous la même chose, non, mais je suis d'accord. On retomberait dans l'écueil qu'on critique des gens qui aiment le mainstream et qui aiment tous la même chose. Ça n'empêche pas de dire que Maupassant, c'est de la littérature. Voilà. Mais qu'il y a des formes de littérature que je n'aime pas obligatoirement. Parce que je trouve ça un peu plat. Mais voilà. En tous les cas, oui, Yann, il était au Rameau d'Or avant. Voilà. Bah écoutez, en tous les cas, c'était génial. Hein, mais, c'était un bel échange. C'était super. Merci à ceux qui sont passés nous voir, même si c'était juste pour un moment du Twitch. Pour les nouveaux qui ne connaissaient pas, on espère vous retrouver. Pour tous ceux qui viennent régulièrement nous voir, qu'ils partagent ou non leur opinion sur le chat, c'est toujours un plaisir de savoir que nous aussi, on est entendus et regardés. On espère que ça va vous inspirer dans vos lectures et dans vos recherches. Oui, je vais lire Constance Debré. En plus, c'est pas mou. Et justement, Kate nous conseille justement de lire Constance Debré, notamment son ouvrage Non, qui est paru récemment. Normalement, Pascal vous retrouve mardi prochain. Ouais, mardi prochain, parce que le mardi d'après, je serai au marché de la poésie, donc ça sera un peu compliqué. Mais mardi prochain, je serai là. Et puis, le tweet sera sur le site Pascal Cotin Culture Plurielle. Vous tapez ça sur Internet et vous verrez, il y a 2 pages de Twitch, c'est la deuxième, parce que j'arrive pas à tout mettre sur une page. Et où il y a également les références de ce qu'on a lu, de ce qu'on a parlé, et également les références de ce que vous avez proposé. Et on mettra des sources, etc. On va mettre les liens pour qu'on puisse continuer. On souhaite une belle soirée à toutes et à tous. Des bises. Et puis un grand merci à vous. À bientôt. À bientôt. Salut. Merci Kate.